Bonsoir, extrêmement ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrions il y a quelques jours la journée sans tabac, l'occasion de parler de cigarettes et de la possibilité de l'arrêter. La cigarette qui contient des milliers de substances chimiques, plusieurs d'entre elles comme le mercure, le plomb ou l'arsenic, sont plus ou moins graves sur la santé, mais c'est la nicotine qui reste la cible principale des recherches. Elle est responsable de l'augmentation de la pression artérielle, de l'accélération du rythme cardiaque et de la détérioration des artères. Outre ces maladies cardiovasculaires, le tabac serait impliqué dans 30% de l'ensemble des cancers. Il est aussi impliqué dans les troubles de la fertilité et de l'érection. Le tabac tue plus de 8 millions de personnes par an. On verra avec mes invités la part qu'occupent aujourd'hui les jeunes et adolescents. Parmi les fumeurs, on tentera enfin de vous donner les moyens d'aller vers un sevrage tabagique sans rechute. Voilà en gros donc le propos que nous vous proposons ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir professeur Ketfi Abdelbasset. Vous êtes pneumo-allergologue à l'hôpital de Louiba. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je rappelle également que vous êtes président de la Société algérienne de tabacologie. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Boufrache Ahmed. Vous êtes psychiatre, addictologue. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Moualek Younes. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Boufrsaoui Abdelrahman. Vous êtes pédiatre, vous êtes chef d'unité de pneumologie et d'endoscopie bronchique pédiatrique à l'hôpital de Bagnem. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation et je salue les téléspectateurs algériens d'ici d'ailleurs. Oui, bonsoir à tous. Pour venir aujourd'hui sensibiliser autour de cette thématique qui touche énormément de monde. Néanmoins, selon l'OMS, les chiffres vont vers la baisse. Les chiffres donc des fumeurs, on parle d'1,30 milliard de personnes qui fument de par le monde contre 1,32 milliard en 2015. Une soixantaine de pays sont parvenus, selon l'OMS, à réduire de 30% le nombre de fumeurs et à sauver donc des vies. Je disais à l'instant que 8 millions de personnes décèdent à cause de la cigarette chaque année. Alors la question à poser ce soir, professeur Ketfi, est-ce que l'Algérie fait partie de ces pays qui ont fait l'effort justement de réduire le nombre des fumeurs? Quelle est la cadence chez nous? Bon, merci encore une autre fois pour l'invitation. Et merci aussi d'avoir discuté ce sujet-là, je pense qu'il est capital parce que le tabac d'abord il constitue un fléau mondial. Et même si la tendance globalement elle est un petit peu à la baisse, mais reste en tous les cas, il reste quand même un problème de santé publique et un danger pour la santé humaine. Oui. En effet, en Algérie, les statistiques qui sont disponibles remontent, je pense, à 2016-2017. 2017, c'était l'enquête Stepwise. Exactement, et qui a objectivé que le taux des fumeurs est aux alentours de 16-17%. Et que pratiquement, parmi ces gens-là, 30% en fait, c'est des hommes. Donc en fait, en réalité, parmi les sujets masculins, ça représente 30%. On va dire un tiers de la population masculine, chose qu'on considère comme énorme. Énorme, pourquoi? Parce qu'en fait, le tabac, si on veut parler d'abord de la substance en elle-même, on va dire que le tabac génère une fumée. Cette fumée, elle est très riche en substances qui sont dangereuses, qui contient plus de 4000 substances, dont beaucoup de substances sont cancérigènes, et le reste sont nocifs aussi par l'ensemble de l'organisme, et particulièrement pour le système respiratoire, pour le système cardiovasculaire. Oui. On va revenir sur tout ça, professeur Ketfi, on va développer tout au long de l'émission sur les conséquences justement du tabac sur notre santé. Alors, vous me tendez la perche, selon cette étude justement que vous venez de citer, 18 à 16% de la population fume, contre un taux de moyen donc, de 12% en Afrique, 23% à l'échelle mondiale. Ça, c'est les chiffres à peu près des fumeurs. Mais ce qui est alarmant, professeur Boufrache, c'est quand même le rajeunissement aujourd'hui du fumeur, puisque les 13-15 ans occupent quelque chose comme 8% de l'ensemble des fumeurs chez nous. C'est énorme. Pourquoi on en est là? Est-ce que l'environnement aujourd'hui présente le tabac comme quelque chose de banal ou comme quelque chose de cool ou quelque chose à la mode? C'est quoi l'explication de ce rajeunissement justement de l'âge du fumeur?
Oui, exactement. Peut-être la prévalence du tabac. On assiste à une diminution. Ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation de cette prévalence chez les adolescents, chez la population jeune. Bon, ça s'explique pour plusieurs raisons. Principalement, c'est dû au fait que l'adolescent traverse une période où il a envie d'essayer de faire des expériences. L'adolescent, il est là pour agir, pour s'identifier aux adultes, beaucoup plus que de parler. Et parmi ces expériences tentées par les adolescents, c'est la cigarette. Donc il va essayer de fumer la cigarette pour s'identifier aux adultes, parce que dans l'esprit des enfants et des adolescents, la cigarette, c'est l'apanage des adultes, c'est l'affaire des adultes. Et puis petit à petit, le cerveau ne fonctionne plus comme avant, parce que la cigarette induit une addiction. La deuxième des choses, c'est que malheureusement, il y a aussi un autre phénomène. À côté de la cigarette, c'est l'addiction aux autres substances, aux autres drogues, en dehors du tabac. Et le tabac reste quand même, il garde une forme d'acceptabilité. Il est beaucoup plus accepté par la société parce que on tendance à dire que c'est moins grave. Exactement, n'est pas licite, donc on n'est pas sanctionné d'avoir consommé ou d'avoir détenu la cigarette ou le mégot. Donc ça reste une voie acceptée par la société. Et donc l'adolescent se trouve attiré par cette forme d'addiction pour s'identifier dans cette quête de réaffirmation, parce qu'il doit s'affirmer dans la société, et par le caractère licite, parce que il faut aussi savoir que la nicotine est une substance psychoactive licite. Oui. Mais quand je parlais peut-être d'environnement, professeur Bouffalache, je parlais particulièrement peut-être j'ai envie de dire, de la facilité avec laquelle aujourd'hui aussi les plus jeunes achètent la cigarette dans la plupart des pays du monde. Il est interdit de vendre des cigarettes, par exemple, à des enfants qui ont moins de 15 ans, alors que chez nous, on voit quand même une facilité incroyable. Un enfant peut acheter facilement un paquet de cigarettes. Oui, docteur Moellet. Absolument. Quand on parle d'environnement. Vous mettez le doigt sur... Est-ce qu'on est aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce qu'on protège nos enfants? Les lois sont là, mais elles ne sont... finalement, on n'est pas dans l'efficience quand on parle de lutte anti-tabac. Vous avez parfaitement raison de mettre le doigt sur ce problème, parce qu'en fait, dans la lutte anti-tabac, il y a la motivation et la coercition. En la matière, justement, la coercition doit être de mise par rapport, justement, à ce que vous soulignez, la facilité d'acquisition ou d'achat par les enfants, par les jeunes, de substances toxiques. Il s'agit de substances toxiques, même si c'est une substance licite. Donc il y a des dispositions législatives qui devraient peut-être, demain, aider à la limitation de ce phénomène. Donc empêcher les vendeurs de tabac, les bureaux de tabac, les empêcher de délivrer cette substance toxique pour les enfants et réduire cette facilité qui peut-être va nous permettre de réduire la prévalence du tabagisme chez le sujet jeune. Oui, sur la même question, pratiquement, professeur Boufelsaoui, vous êtes pédiatre. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce rajeunissement de l'âge du fumeur? Quelles conséquences ça a? On va parler plus tard j'ai envie de dire, du tabac passif, mais sur la conséquence déjà de ces enfants qui commencent à fumer très jeunes, quel impact? Moi, je voudrais d'abord parler de l'environnement immédiat de l'enfant. Oui. Alors, les adultes, on a vu 30% d'hommes algériens fument régulièrement, mais dans la plupart des familles aussi, ça fume devant leurs enfants. Et ça commence par là. Quand on envoie à son enfant acheter le paquet de cigarettes, ça commence par là aussi. Donc je pense qu'il y a une certaine, on va dire, une certaine, entre guillemets, complicité de la part des irresponsabilité parents. Aussi. Je dirais complicité indirectement. Si on envoie un enfant acheter le paquet de cigarettes, si on fume devant son enfant, eh ben, l'enfant s'identifie à son papa. C'est son exemple. Donc il essaie de faire comme lui aussi. Et donc il va commencer. En plus, il y a, je ne sais pas si à l'école, au collège, est-ce qu'il y a un programme, justement, d'expliquer les méfaits du tabagisme chez l'enfant? Ça commence aussi par là. Si on explique à l'enfant en âge de comprendre, à l'adolescence, ça y est, si on lui expliquerait les méfaits du tabagisme, je pense qu'il s'abstiendrait de beaucoup
de prendre ce premier mégot de cigarette. Moi, je vous pose la question peut-être autrement, hein, professeur Boufersaoui. Est-ce que les professionnels de la santé parlent justement? Est-ce que vous pensez qu'on en parle suffisamment finalement des méfaits Nous, dans le cadre justement, dans le cadre de consultation pour maladies respiratoires surtout, c'est ce que je fais tous les jours, on évoque très souvent ce phénomène chez les adolescents. Et puis, pour beaucoup d'enfants asthmatiques, par exemple, qui sont sous traitement et chez qui on n'obtient pas le contrôle, on lit très souvent ce non-contrôle, justement, à la consommation de ces cigarettes. C'est vrai qu'il y a une manière de leur poser la question. Il y a une manière de poser la question aux parents. Et puis, très souvent, on arrive à leur tirer ça. Et parfois, c'est les parents qui vous alertent. C'est les parents qui le disent. Voilà, il fume, c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question. À quel point c'est grave quand on commence jeune? Alors, quand on commence jeune, moi, tout à l'heure, si vous voulez, on parle du tabagisme passif. Oui, on en parlera, bien sûr. Avant d'aller vers le tabagisme actif. Parce que les méfaits du tabac, ils commencent très, très tôt dans la vie. Il faut dire que parmi les 8 millions, c'est juste une parenthèse, il faut dire que parmi les 8 millions de décès dus au tabac, il y a 1 million dus au tabac passif, justement, au tabagisme passif. Bien sûr, parce que ça commence déjà en intra-utérin. Quand la femme est enceinte, les méfaits du cigarette, la femme qui fume, la femme qui est exposée au tabagisme passif aussi, la femme enceinte. Oui. Et il y a des conséquences chez le fœtus. Il y a des morts. D'abord, il y a de l'infertilité, il y a des morts in utero, il y a de l'asphyxie, il y a des retards de croissance intra-utérine. Ça commence par là. Après, il y a il y a les morts subites. Il y a les maladies allergiques. Voilà, il y a les maladies allergiques. Oui, on en parlera. Pour l'enfant qui est en âge d'adolescence et qui fait du tabagisme actif, c'est encore pire. Professeur Bouffrage, justement, sur cette même question, alors on dit aujourd'hui que la dépendance est plus grave quand on commence jeune, parce que le cerveau n'est pas mature. Ça, c'est un point très important. La dépendance, elle est encore plus grave chez un enfant que chez un adulte, par exemple, qui commence à fumer tardivement. Oui. Exact. Encore une fois, l'enfant n'a pas les assises du contrôle sur soi parce qu'il est là. C'est un être qui doit apprendre beaucoup. Donc, il a une méconnaissance des risques réels de la cigarette. Donc, il a une forte dépendance chez les enfants qui est due à ce facteur psychologique ou psycho-éducatif parce que c'est l'éducation, c'est l'environnement qui doit participer à sensibiliser l'enfant du risque réel, sachant que l'enfant a toujours on parle de cette immaturité ou de cette méconnaissance de vrais risques de la cigarette. On parle beaucoup plus d'addiction que de dépendance parce que maintenant le problème de tabagisme ou de la dépendance au tabagisme est un problème d'envie, d'usage compulsif et des conséquences nuisibles sur la santé physique, mentale et sociale, usage chronique, donc les 5 C. Voilà. Donc c'est encore une fois le tabac chez les adolescents est une problématique d'addiction plus importante, avec un risque très accru par rapport à la population adulte. Il faut dire qu'on parle aujourd'hui d'une maladie, quand on parle justement de cette dépendance, c'est une maladie à part entière, la dépendance au tabac. Je vais vous proposer, messieurs, de regarder un reportage justement, Zoom dans ce reportage sur la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie inflammatoire des bronches qui se traduit par une réduction chronique, souvent irréversible des débits aériens. Elle est due au tabagisme dans la majorité des cas. Le reportage est signé à la Ouf Hamouche. Regardez. Plus de 3 millions d'Algériens souffrent de bronchite chronique et 6 000 meurent annuellement de cette maladie dont la cause principale est liée au tabagisme. Très peu connue du grand public et passe souvent inaperçue, la BPCO est en phase de devenir la 3e cause de mortalité. Bien avant le cancer du poumon, cette maladie touche 10% des personnes âgées de plus de 40 ans. On le voit tous les jours. On voit des patients tous les jours, des patients qui présentent une bronchopneumopathie chronique obstructive à des niveaux de sévérité variables. Il y a des gens qui sont au début, il y a des gens qui sont à un stade où on peut quand même apporter quelque chose sur le plan thérapeutique. Il y a des gens qui sont à un stade avancé où ça nécessite d'utiliser certains moyens pour pouvoir les aider convenablement, tels que la ventilation non invasive. Et après, les traitements qu'on propose en général, d'abord, la première chose, c'est globalement, on parle de la lutte anti-tabac comme étant une cause principale.
La deuxième chose, les gens qui fument, il n'est jamais trop tard pour qu'ils arrêtent de fumer. Et après, bien sûr, on évalue le niveau de l'obstruction bronchique. On cherche le nombre d'exacerbations par année. On évalue par l'échelle, une échelle particulière, on évalue le degré ou la sévérité de la dyspnée. Après, on classe la maladie. Et en fonction du niveau de classification de la maladie, on propose un traitement adéquat. Le tabagisme est un fléau mondial. Et en Algérie encore plus, parce que c'est un fléau qui atteint les jeunes et qui provoque des maladies dans l'immédiat, puisque ça favorise les maladies respiratoires aiguës telles que les infections, mais surtout les pathologies respiratoires chroniques, dont la BPCO, les bronchopneumopathies chroniques, qui sont en perpétuelle augmentation. La fréquence de cette affection augmente. Il faut savoir que l'éducation thérapeutique est utilisée au même niveau que les médicaments. On ne peut pas concevoir la prise en charge d'un patient chronique sans éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, c'est quoi? On doit apprendre aux patients à développer des compétences pour se prendre en charge, parce qu'en fait, dans les maladies chroniques, il y a une grande partie d'autogestion de la maladie, où le patient doit apprendre à reconnaître, à utiliser ses médicaments, comment utiliser les dispositifs d'inhalation, à quel moment il doit utiliser les médicaments, comment il doit reconnaître qu'il s'est aggravé, comment il doit organiser la prévention. Le tabagisme est donc la principale cause de la bronchite chronique du fumeur. Les personnes souffrant de cette maladie l'ignorent dans la plupart des cas, en raison de son aspect asymptomatique. Le début de la maladie ne manifeste aucun signe, d'où la nécessité du diagnostic précoce afin d'éviter que cette affection pneumologique évolue en insuffisance respiratoire. Alors je rappelle juste que c'était dans le cadre de journées médicales qui ont eu lieu il y a à peu près une semaine. C'est un exemple édifiant, professeur Ketfi, des conséquences justement du tabac. La BPCO, comme son nom l'indique, est une maladie chronique de laquelle on ne guérit pas finalement. Une des conséquences graves du tabac. À quoi ressemble, juste pour donner peut-être une idée aux gens qui fument et qui ont tendance à banaliser les conséquences, à quoi ressemble la vie avec la BPCO ? En fait, d'abord, il est très important de dire qu'il n'y a pas que la BPCO. Le tabac touche l'organisme dans son intégralité. J'ai dit c'est une des conséquences. Et la BPCO, c'est une des maladies les plus graves qui sont dues au tabac. La BPCO consiste en fait à une réduction du calibre des bronches. On sait très bien que la respiration consiste à ramener de l'air au niveau des alvéoles pour pouvoir respirer convenablement et faire l'échange alvéolo-capillaire. En fait, et l'organisme s'enrichit en oxygène. Cet enrichissement en oxygène est amputé par une réduction du calibre des bronches, parce que le fait qu'on fume d'une façon chronique, ça induit progressivement une sorte de fibrose autour de la bronche. Cette réduction ou cette fibrose autour de la bronche, elle diminue le calibre de la bronche et par conséquent, quand on commence à respirer, l'air entre moins et donc en fait d'une façon insuffisante. Et au début, il y a un problème d'abord ici que je dois signaler, c'est que malheureusement les gens ne vont sentir ce problème-là qu'à un stade avancé de la maladie. C'est-à-dire que les bronches commencent à diminuer, mais le fumeur, il ne sent rien. Il se sent qu'il est tout à fait normal et il est en bonne santé d'ailleurs. C'est-à-dire quand on va le sentir, c'est déjà trop tard. Voilà, quand il commence à sentir qu'il est dyspnéique, qu'il a une gêne respiratoire, ben là déjà on est à un stade avancé. Et d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui sent ça de la même façon, qui apprécie ça de la même façon. Je donne un exemple. Quelqu'un qui habite au 5e étage, qui a une activité physique, s'il y a un manque dans sa respiration, il va sentir ça rapidement. Mais quelqu'un qui est sédentaire, qui habite au rez-de-chaussée, il va sentir ça tardivement.
Et le moment où il sent qu'il est dyspnique, il est déjà à un stade très avancé et très probablement que les traitements qu'on propose vont améliorer légèrement sa qualité de vie. Il faut dire que la modification des voies respiratoires, c'est la première des choses qu'on va ressentir chez un fumeur. Et par la suite, c'est ce qu'on dit en tout cas, que la fumée va passer dans le sang et toucher le reste des organes. Aujourd'hui, l'OMS recense quelque chose comme 100 maladies, ou un peu plus, qui sont dues au tabac. Oui. Est-ce qu'on peut donner une idée globale justement des dégâts Alors je vais revenir un petit peu sur le processus. En quoi consiste ce facteur de risque? Le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Modifiable, c'est très important ça. C'est un facteur de risque comportemental. Avec les facteurs de risque environnementaux, contrairement aux facteurs de risque innés, la génétique, le sexe et l'âge, qui ne sont pas modifiables, les facteurs de risque comportementaux et environnementaux sont modifiables. Ils vont faire le lit de facteurs de risque intermédiaires, que sont l'hypertension, les dyslipidémies, le diabète et l'obésité, qui, elles, vont faire le lit de maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires. C'est dire l'importance d'agir en amont, au niveau de la lutte contre les facteurs de risque primaires, c'est-à-dire les facteurs de risque environnementaux, comportementaux. Absolument. Et le tabac, non seulement il constitue un facteur de risque comportemental initial, mais il agit aussi comme un facteur de risque intermédiaire avec un effet immédiat, un effet direct, une action directe. L'effet du tabac, l'effet nocif du tabac, comme vous avez dit, professeur Ketfi a dit que c'est une substance qui va délétère pour l'ensemble de l'organisme. Je vais prendre l'exemple du système cardiovasculaire. Il agit sur le système vasculaire et partons de là sur le système cardiaque et sur le système cérébrovasculaire par des effets immédiats. Fumer une cigarette vous expose à un risque immédiat, le spasme, l'artère qui se serre, le débit qui s'effondre. Ça peut être le cerveau, ça peut être une coronaire, ça peut vous amener à l'accident vasculaire cérébral, ça peut vous amener à un syndrome coronaire aigu ou un encore, ou même à un infarctus, ou alors à une ischémie des membres inférieurs. À la longue, il y a des effets délétères chroniques par l'inflammation, par l'effet procoagulant. Ceci va accélérer l'athérosclérose et va entraîner donc les maladies cardiovasculaires classiques, chroniques, l'angor, l'infarctus, l'AVC, la démence et toutes les autres impacts sur le système cardiovasculaire. Donc voilà le processus des effets délétères et la hiérarchie des effets délétères du tabac sur le système cardiovasculaire. Oui. On va parler des enfants, mais peut-être avant parler aussi des cancers, parce qu'aujourd'hui le tabac est impliqué dans 30%, dans l'avènement de 30% des cancers. À chaque fois qu'on fait une émission sur un cancer, par exemple, ou de sensibilisation sur ça, on revient à chaque fois sur l'impact du tabac, absolument. Oui. Quels sont les cancers dans lesquels le tabac est incriminé aujourd'hui? Alors on parle du poumon en premier lieu. Certainement, concernant les cancers, d'abord cancer du larynx, cancer de la prostate, cancer gastrique, mais le cancer bronchique reste le premier de cancer. La vessie, parce que ça, beaucoup de gens l'ignorent, justement. Exactement. On parle de 40%. Pratiquement beaucoup de cancers sont liés au tabac partiellement ou à un certain pourcentage. Donc il y a un effet sur la majorité des cancers de la genèse, de la carcinogénèse au niveau de l'organisme, mais ça reste en premier lieu le cancer bronchique. Et d'ailleurs, on parle d'un cancer qui est évitable. C'est un cancer qu'on peut éviter. Et en fait, pourquoi le cancer bronchique? Parce que d'abord, 80% du cancer bronchique, il est lié au tabac. 80% il est lié au tabac. Et en Algérie, en fait, les statistiques sont aux alentours de 3500 cancers jusqu'à 4000 cancers par année. Dans le service, on enregistre par année aux alentours de... C'est un des premiers cancers, malheureusement. On enregistre la moyenne d'une centaine de cancers par année. Donc c'est du quotidien. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Oui, malheureusement. Donc, malheureusement. Et bien sûr, le tabac est impliqué directement dans la genèse de cancer bronchique. J'insiste sur une chose importante. En fait, c'est comme on vient de parler de la BPCO, qui est aussi une maladie évitable par la lutte anti-tabac. Le cancer bronchique aussi, c'est un cancer qui est silencieux. Donc, quand il prend naissance au niveau d'une branche, il prend de la croissance et le poumon n'est pas doté de terminaisons nerveuses
sensible. Donc le patient, Donc, il ne va pas sentir ni douleur, ni rien, jusqu'à que son cancer, il prend une dimension considérable. Jusqu'à qu'il atteint la paroi thoracique, la plèvre, le médiastin, certains organes qui sont dotés de terminaisons nerveuses sensibles. C'est là où le patient va commencer à sentir des symptômes qui vont s'exprimer, soit par une toux, soit par une douleur, soit par une hémoptysie. Et c'est en ce moment-là où on arrive, on commence à chercher. Quand on commence à chercher, dans 80% des cas, ce sont des cancers déjà dépassés. Absolument. Malheureusement, on n'est pas dans le préventif, on est souvent dans le curatif, professeur Boufersaoui. Pourquoi on en est là dans la plupart des maladies, on les détecte quand même à un stade tardif. On a du mal à faire de la sensibilisation autour du tabac, qui est un facteur de risque, comme disait tout à l'heure docteur Moualek, complètement modifiable. Alors, je vais rajouter juste ce qu'a dit notre collègue, Abdelbassat. Vous savez très bien qu'il y a eu des études sur 12 patients qui meurent du tabac. 2 n'ont jamais eu affaire au tabac. Ça veut dire que la part du tabagisme passif, elle est là. Oui, absolument. C'est vrai qu'elle est ignorée. Elle est méconnue. Il y a 1 million de c'est juste pour parler du tabagisme passif chez l'enfant. Est-ce que vous pouvez juste répondre à ma question et ensuite on passera sur le... Je vous posais la question justement sur je vous disais qu'on n'était pas dans la prévention, parce que ça aussi, il y a aussi... ça concerne aussi le tabac passif, j'ai envie de dire. On n'est pas aujourd'hui dans une logique de prévention. On ne fait pas suffisamment de sensibilisation autour du tabac. On ne fait pas assez de sensibilisation parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui méconnaissent aussi les effets. D'abord, il faut faire comprendre aux gens, informer les gens du méfait du tabac. D'abord, déjà, pour le professionnel de la santé, il faut lui expliquer. Et puis après, c'est à eux de faire toute cette sensibilisation au grand public. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça tout à l'heure? Je reviens vers vous pour le tabagisme passif. Vous vouliez intervenir sur la sensibilisation, si vous permettez. Alors, votre question... Je pense que c'est un point très important, la prévention. Oui, alors, est-ce que vous parlez de prévention ou de dépistage? Je parle de prévention primaire. Primaire, c'est très important, on va revenir peut-être tout à l'heure, mais à propos du dépistage, le tabac est un tueur silencieux pendant longtemps asymptomatique. Les maladies provoquées par le tabac, absolument, elles restent longtemps silencieuses, asymptomatiques. Donc c'est difficile, mais il faut sensibiliser le fumeur à essayer de se faire moi, je dépister. parle de la phase d'avant la cigarette. C'est, je parle de prévention primaire. La prévention primaire. On ne voit pas suffisamment de spots, par exemple, à la télé. Avant, on en faisait. De volets. Aujourd'hui, peut-être que les priorités de la santé publique ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, professionnel de la santé. Comment dissuader le non-fumeur de ne pas fumer? Et comment amener le fumeur à arrêter de fumer? La problématique est là. Absolument. Empêcher le non-fumeur de fumer, le dissuader de fumer, c'est multisectoriel, c'est multidisciplinaire. Ce n'est pas l'affaire du médecin seul, ce n'est pas l'affaire des pouvoirs publics seuls, ce n'est pas l'affaire de la société civile seule. Ce sont tous ces intervenants qui doivent travailler dans une complémentarité, dans une interdisciplinarité, pour que justement faire casser la courbe d'évolution de cette prévalence du tabagisme et la faire évoluer vers la baisse, la décroissance. Donc c'est très compliqué parce que les intervenants sont multiples et les méthodes sont différentes. Il y a l'éducation, il y a tous les ministères en fait sont concernés, la société civile, le médecin. Et ma foi, c'est un problème complexe. C'est pour ça que des dispositions législatives au niveau mondial, au niveau des États, sont en train de se mettre en place pour trouver les voies et moyens pour essayer de donner un coup d'arrêt à cette pandémie du tabagisme. Oui. En attendant, 8 millions de personnes en meurent chaque année, professeur Boufersaoui. 1 million sont des fumeurs passifs. Justement, je tiens à parler de ça, malheureusement, parce que... Vous êtes là pour en parler, non, chez l'enfant, c'est surtout le tabagisme passif. Ça commence justement, les problèmes du tabagisme passif commencent déjà chez la femme qui est enceinte, qui va... Alors, d'après beaucoup d'études, c'est que ces femmes-là qui sont nées d'une mère qui était tabagique ont souvent des problèmes d'infertilité, déjà. Et il y a aussi chez les femmes qui sont enceintes, donc qui vont accoucher, il y a beaucoup de problèmes en intra-utérin.
beaucoup de problèmes. Ça commence par là. Les morts subites en intra-utérin, les retards de croissance intra-utérin, les malformations, les asphyxies néonatales. Et après la naissance, il y a très souvent des maladies allergiques aussi. Absolument. Des morts subites dues au tabagisme passif du nourrisson. Et puis les maladies allergiques, toutes sortes d'allergies. Essentiellement les allergies respiratoires, mais aussi même les allergies alimentaires qui sont imputées au problème du tabagisme passif. Et là, parce que... Là, vous parlez, excusez-moi, là, vous parlez des enfants issus, c'est-à-dire d'une grossesse. C'est-à-dire ils ont été exposés à la cigarette, même in utero, ou vous parlez même après? Non, d'abord, chez la femme qui non, je veux dire, les personnes qui ont des otites, par exemple, déjà, ou des rhinopharyngites à répétition. N'oublions pas que la femme, elle est là, bien sûr, elle est enceinte, même si elle ne fume pas, mais elle reçoit aussi du tabac de chez son mari, par exemple. Et ça a les mêmes effets. C'est vrai, avec peut-être des degrés moindres, mais ça a les mêmes effets. Et après la naissance, le tabagisme passif, parce que si vous voyez autour de vous, moi j'en vois tout le temps dehors, des papas, des adultes fument devant leur enfant, enfin à côté de leur enfant. Et sans gêne, sans rien. Alors, on essaie de leur dire, nous, dans notre pathologie, dans notre consultation régulièrement, on voit des maladies respiratoires, et pourtant, beaucoup d'enfants ne sont pas contrôlés par rapport à ce tabagisme passif, justement. Alors, et donc, c'est des problèmes qui sont réels, auxquels on doit faire quelque chose. Absolument, oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, si on parle aux gens pour qu'ils arrêtent de fumer, on le dira peut-être tout à l'heure avec vous, professeur Bouffolache, si on s'adresse aux gens pour qu'ils essayent d'arrêter de fumer, c'est pour eux, mais aussi c'est pour leur entourage et leurs enfants particulièrement qui en souffrent. Il faut dire aussi, peut-être que vous n'en avez pas parlé, professeur Boufolsaoui, que les enfants, on va constater chez les enfants qui sont entourés de parents, par exemple, qui fument, beaucoup de rhinopharyngites, beaucoup de crises d'asthme également, des poumons moins performants. Beaucoup d'otites. Oui. C'est décrit. Les otites répétées sont dues au tabagisme passif. Les rhinopharyngites, l'asthme carrément, les rhinites allergiques. Toutes ces pathologies, pour une grande part, sont liées au tabagisme passif. Oui. Professeur Ketchi, on a parlé tout à l'heure avec docteur Moualek du risque de thrombose, de risque d'AVC. Il faut dire aussi que pour les femmes, puisqu'on parle de femmes enceintes, pour les femmes qui combinent, par exemple, prise de pilules et tabagisme aussi, ça c'est un acte très dangereux. En fait, j'aimerais bien ajouter juste un mot concernant le tabagisme passif. Enfin, il n'est pas uniquement l'apanage de l'enfant, parce que même les adultes sont victimes aussi du tabagisme passif. Et c'est quelque chose qu'on constate, qui est cité dans la littérature, qu'on constate sur le terrain. On a des patients qui viennent, qui ont un cancer bronchique, on leur pose la question, est-ce que vous êtes un fumeur? Et vous dites non. Je n'ai jamais fumé. Mais après, si on pousse l'interrogatoire, on trouve qu'il travaille dans l'administration, par exemple, dans un bureau, pendant des années, avec ses collègues qui fument. Et dans le bureau, il n'y a que lui qui ne fume pas. Et donc, en fait, il est en train d'encaisser, sans qu'il soit fumeur, les méfaits du tabac. Absolument. Il faut dire qu'on parle aujourd'hui de 25%, c'est-à-dire le risque qui est augmenté de 25% de contracter un cancer lorsqu'on est un fumeur passif. Exactement. Oui. Et on trouve la même chose pour les femmes. Oui. Les femmes sont réputées qu'elles ont moins de cancer bronchique. Et d'ailleurs, ça attire notre attention rapidement. Quand on a une femme qui présente un cancer bronchique, on pose la question. Est-ce que votre famille... Elle n'est pas fumeuse, mais son mari fume. Et il fume à l'intérieur de la maison. Et c'est une maison en général. Les gens, ils fument la nuit. Enfin, il garde la chambre telle qu'elle est, sans aération, dans un milieu fermé, en fait, et commence à recycler ce tabac toute la nuit. Et après, avec le temps, bien sûr, les méfaits commencent à apparaître, entre autres, les cancers bronchiques, la BPCO, les risques cardiovasculaires et d'autres. Absolument. On parle aussi de 30%, d'un risque augmenté de 30% par rapport, j'ai envie de dire, des accidents cardiovasculaires aussi, pour les fumeurs passifs. Absolument. Oui, je rebondis et peut-être répondre à la question de tabac plus pilule contraceptive. Oui, c'était un cocktail explosif. Absolument. Ça multiplie les risques d'AVC de façon incroyable parce que les œstroprogestatifs sont eux-mêmes thrombogènes et ajoutés au tabac, on augmente le risque de 3 fois plus par rapport à la femme qui ne fume pas et qui ne prend pas d'œstroprogestatif. Concernant votre question de
le risque chez le risque est multiplié de 30% chez les personnes. Le tabagisme passif. Les fumeurs passifs, effectivement. Vous savez, quand vous êtes à moins de 8 mètres d'une personne qui fume, même dans un espace ouvert, vous encaissez, comme l'a dit Ketfi, comme le professeur Ketfi, vous partagez la fumée de la cigarette et vous partagez aussi l'air expiré par le malade. Donc vous partagez les risques et à un certain degré, vous êtes à peu près exposé de la même manière que quelqu'un qui fume. Bien entendu, en fonction du nombre de cigarettes, du temps d'exposition, il est évident que le tabagisme passif pose problème et c'est pour ça que des mesures doivent être prises. On va peut-être en parler dans la prévention pour que justement on essaye de lutter contre ce tabagisme. On peut en parler tout de suite. On peut en parler tout de suite. Il y a des lois, des lois qui sont promulguées et la convention cadre de l'OMS qui a été ratifiée par l'Algérie depuis plusieurs années. Parmi les premiers pays qui ont ratifié cette loi cadre, cette convention cadre en 2006. Qui interdit de fumer dans les lieux publics. Absolument. Oui. Et il y a des décrets d'application et on espère que cette application soit effective parce que ici et là, on voit dans des espaces communautaires où il y a du public, des gens se permettre de fumer et partager le risque du tabagisme avec des gens qui n'ont rien demandé. Donc il y a des mesures de coercition et une application de la loi, tout simplement, parce que la loi existe, pour que cesse justement ce tabagisme passif imposé dans les lieux publics et la sensibilisation à travers le canal de l'information. Vous êtes là pour informer et sensibiliser les gens pour que dans les foyers, on ne se permette pas de fumer en présence des enfants et des adultes, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui sont exposés. Absolument. Les adultes également sont victimes de cancer parce qu'elles vivent avec un fumeur. Absolument, sont victimes de tabagisme passif. Il faut dire aussi qu'il y a aussi des conséquences moins connues du tabagisme. On parle beaucoup du cancer du poumon, on parle beaucoup justement de l'incidence sur les maladies cardiovasculaires, mais il y a aussi une incidence sur les os, la qualité des os, la thyroïde, l'immunité, la sexualité, la fertilité. Voilà, tout ça on ne le dit pas, l'érection, on a des problèmes qui peuvent toucher tous ces organes justement. Absolument, la peau. Alors, il y a aussi d'autres symptômes qu'un fumeur peut ressentir, j'ai envie de dire, on peut y passer peut-être rapidement. Fatigue persistante, infection en répétition du nez et de la gorge. On parle également d'essoufflement, diminution de l'appétit, vieillissement prématuré, ce que vous venez de dire, de la peau ou autre, irritation des yeux, voire rhume, inflammation des gencives. Exact. À quel moment doit-on s'inquiéter quand on a des symptômes de ce genre ? On doit s'inquiéter rapidement, tout de suite. On doit s'inquiéter le fait qu'on voit quelqu'un qui a commencé à fumer. Déjà, il commence à s'y mettre dans cet engrenage qui n'a pas de fin. Et par conséquent, moi, je réitère encore ce que Dr Moualek a dit, c'est que la prévention, d'abord, ça concerne plusieurs, ça doit se faire sur plusieurs volets. D'abord, le médecin, il doit jouer un rôle et doit alerter les patients concernant le danger du tabagisme. Et d'ailleurs, consensuellement, c'est clair que le médecin est appelé au moins à poser la question à son malade, est-ce que vous fumez? Et s'il fume, est-ce que vous pensez arrêter? Déjà, ça a prouvé que c'est une question, cette question-là, ça permet de dissuader un certain pourcentage, même s'il est minime et significatif. Et après, bien sûr, le rôle des médias est important, mais aussi l'application de la loi coercitive concernant la fumée, particulièrement dans les endroits, dans les lieux publics, où on n'a pas le droit d'exposer des tierces personnes à notre fumée. Je pense que ça, c'est capital et c'est appliqué en Europe et ça permet de donner des résultats qui sont indiscutable, qui a prouvé son efficacité parce que ça stigmatise le fumeur. Il est clair, s'il veut fumer, il doit se mettre dans un coin particulier. Il y a autre chose que j'aimerais bien ajouter, c'est qu'il est clair que la relation a été établie entre le prix du tabac et le tabagisme. C'est que plus qu'on augmente le prix, la taxation, on augmente les prix, plus que les gens fument moins. Ça a été prouvé en Europe. Et donc, en plus de la taxation, de l'application de la loi concernant concernant les endroits publics,
et aussi le travail des uns et des autres, médias, médecins et toute la société, je pense que là, on peut avancer dans la lutte anti-tabac. Absolument. Il y a un autre aspect, puisqu'on est dans cet ordre d'idées. Il faut rappeler que les chiffres aujourd'hui montrent que le risque est minimisé par les fumeurs, particulièrement de 30 à 50% par rapport au risque réel. Tout ce que nous venons de dire, les gens le savent déjà, on a tendance à le dire. Peut-être qu'il faut rappeler aussi, professeur Boufelsaoui, qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, de seuil minimum à partir duquel où l'exposition n'est pas dangereuse, parce que beaucoup de gens disent moi je ne fume qu'une cigarette ou 2 par jour. Il faut dire qu'une cigarette ou 2 par jour, c'est déjà risqué aussi. Bien sûr, c'est une information fausse celle-là. Donc dès qu'on commence à fumer, les problèmes commencent. Même si on fume une cigarette par jour, les problèmes seront là bientôt. Alors, le risque, il est le même. Si on fume une cigarette ou un paquet par jour, pratiquement, c'est les mêmes risques. En fait, c'est la durée sur laquelle va s'étaler les années de cigarettes qui vont décider, d'exposition absolument, qui va décider du danger. Non pas le chiffre, j'ai envie de dire, ou le nombre de cigarettes. Même le nombre compte quand même. Oui. Si vous permettez. Effectivement, ça c'est une fausse idée de penser que moins on fume, moins on est exposé. Il n'y a pas de niveau zéro. C'est ça, de seuil minimum. Voilà, de seuil en deçà duquel il n'y a pas de risque d'attraper les maladies qui sont consécutives au tabac. Il y a une étude américaine qu'on appelle l'étude Olat, qui a établi la relation de risque, le niveau de risque pour une personne qui fume une cigarette par jour et tous les jours, qui est de multiplier son risque par 64%. C'est-à-dire vous multipliez votre risque relatif de 1,64. Autre chose, pour revenir au méfait du tabac, et comme l'a dit Ketfi, il est évident que l'effet du tabac est ubiquitaire au niveau de l'organisme. Si on veut être schématique, pour ce qui est du système respiratoire, ça va de la bouche vers le larynx, la trachée, vous descendez. Pour ce qui est du système digestif, ça va également de la bouche, l'œsophage, l'estomac et même le gros intestin, le foie et le pancréas. Il y a un risque de cancer pour ces organes. La vessie, le cancer de vessie, il y a beaucoup qui l'oublient. Donc tous ces organes sont exposés à l'effet délétère au long cours, à l'exposition au long cours du tabac. Il faut dire, voilà, pour conclure, que le risque est permanent et qu'il n'y a pas de petit tabagisme. Alors, on arrive peut-être à un point pivot dans cette émission, professeur Boufrache. Expliquez peut-être, avant de parler de sevrage, expliquez la limite entre le tabagisme et la dépendance ou l'addiction. À quel moment on est addict ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'addiction, c'est quand il y a les 5 C. Donc, il y a un usage chronique, usage compulsif. On parle peut-être parfois de cette cigarette au réveil. Est-ce que ça, c'est un signe d'addiction ? Donc, il y a d'ailleurs la consommation chronique, donc de façon continue, d'une façon compulsive, c'est-à-dire l'usage devient rituel, d'une façon compulsive, je l'ai dit, perte du contrôle, c'est-à-dire l'adulte va vous dire je consomme, mais quand je veux arrêter, je ne peux pas. Donc je perds le contrôle de ma consommation. Ce n'est plus moi qui contrôle la cigarette, c'est la cigarette qui me contrôle. Donc perte du contrôle. Et l'installation, malgré les conséquences négatives, c'est-à-dire les conséquences physiques, sociales et psychiques. Donc, quand il y a ces 5 et le craving, l'envie de fumer, c'est-à-dire c'est pas un choix anodin, c'est vraiment un envie irrésistible. Quand il y a ces 5 C, on parle d'addiction ou de dépendance. Dépendance est beaucoup plus liée à la substance. Addiction, c'est lié beaucoup plus au comportement, parce que quand on fume la cigarette, c'est un comportement nouveau instauré. J'ajouterais aussi peut-être par rapport à ce que vous avez dit sur la sensibilisation et l'information, il faut toujours, je profite de l'occasion de cette émission pour dire, attention, la cigarette, c'est la substance ou la nicotine qui a un potentiel addictif le plus élevé. On peut arrêter les autres substances plus facilement que la cigarette, on sensibilise encore les jeunes. Encore une fois, les conséquences dévastatrices, les pathologies médicales, cardiovasculaires, les cancers, les morts liées directement ou indirectement à la prise d'une substance. Est-ce qu'on est tous égaux, professeur Boufrache ? Est-ce qu'on est égaux devant l'addiction finalement à la cigarette ou l'historique, puisqu'on parlait tout à l'heure justement de l'exposition pour revenir un peu au tabagisme passif. Est-ce que notre histoire et notre génétique entrent en jeu ? Je vais vous reposer la question à professeur Ketfi. Oui, professeur Boufrache. Oui, on n'est pas égaux.
Donc il n'y a pas que le facteur biologique. Absolument. Donc il y a aussi le facteur de la personnalité, lié à la personne. Il y a aussi le facteur lié à la société, l'environnement. Voilà pourquoi on parle de l'environnement, de l'interdiction de fumer dans les endroits publics. Il y a même des études qui suggèrent que la consommation de tabac chez les adultes expose plus les enfants à une consommation ultérieure du tabac. C'est ça, la maman qui fume, exactement. Ça c'est très important aussi. Donc, et c'est pour cette raison l'addiction ne prend pas en considération seulement le tabac. Le tabac, la personne et le contexte. Donc c'est une rencontre entre une personne avec la cigarette dans un contexte donné. Donc il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette addiction-là. Il faut savoir aussi, comme je l'ai dit maintenant, que les conséquences et les morts liées à la prise d'une substance sont plus élevées, sont dues beaucoup plus au tabac et à l'alcool en deuxième position. Donc pour dire, voilà, attention, il y a un risque lié la cigarette, c'est pas une consommation de drogue anodine. Il faut aussi rappeler que la cigarette la plus dangereuse, c'est la première cigarette. Parce que là, on a le choix. Donc le rôle de la prévention primaire, que malheureusement, la majorité, on voit que les praticiens de santé sont un peu en retrait par rapport au lobby de l'industrie du tabac. Aussi, il y a une enquête qui a été menée déduisant que 20%, moins de 20% des sujets qui présentent des pathologies liées directement à la consommation de tabac, quand on leur interroge, est-ce que durant votre dernière visite chez un médecin pour un souci de santé, le médecin vous a parlé des risques liés à la santé, 20% seulement, moins de 20% répondent par oui. Vous imaginez que, c'est-à-dire plus de 80%, les praticiens de santé commencent à parler. Peut-être qu'on considère un peu que c'est intrusif. Est-ce qu'on est, je veux une réponse directe, est-ce qu'on est plus prédisposé à devenir un fumeur lorsqu'on a été un fumeur passif ? Pour parler des enfants particulièrement. Je pense que ça c'est clair, la réponse est oui, c'est que plus qu'on est exposé au tabac passif, donc en fait on commence à inhaler de la nicotine et donc on commence à habituer notre cerveau à cette substance qui a un potentiel important d'addiction et donc automatiquement on est déjà prédisposé à aller vers le tabagisme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le facteur psychologique, c'est ce barrière-là du tabagisme, il est cassé quand l'enfant il voit son père qui fume ou sa mère qui fume, donc déjà ce barrière n'existe pas, donc il peut facilement aller dans ce sens. J'aimerais bien encore dire juste un petit mot concernant l'addiction. En fait, il y a aussi Est-ce qu'on court tous, si vous permettez, professeur Kitchi, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, est-ce que tous les fumeurs courent le même risque finalement? Parce qu'on a dit qu'on n'était pas égaux finalement. Évidemment non. Qu'est-ce qui va décider finalement? Alors on en parlait de l'exposition tout à l'heure, l'année par exemple. Il y a beaucoup de facteurs. Est-ce qu'on peut les rappeler brièvement? On peut rappeler il y a des facteurs comportementaux, il y a des facteurs génétiques, il y a des expositions, il y a des co-expositions. Il y a quelqu'un qui est exposé à une substance donnée dans une profession donnée plus le tabac, où il y a un facteur, il y a aussi, ça devient des facteurs qui sont en effet soit additifs, soit parfois qui est synergique. Et donc, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une minerie de quelque chose et après il est exposé au tabac, donc le risque il est encore multiplié par plusieurs fois. Donc en fait, le risque, il y a plusieurs éléments qui interviennent, mais le risque génétique, il est là. C'est que en fume, on ne développe pas des maladies de la même manière. Donc en fait, le risque, il est là, mais toujours est-il que je précise que le tabac, il reste nocif pour tout le monde. Oui, c'est clair. Est-ce que le type de tabac aussi est décisif? Aujourd'hui, il y a quand même une palette de tabac. Je ne me suis pas encore spécialisé dans le domaine du tabac. Par contre, je vais ajouter quelque chose par rapport à l'association du tabagisme aux autres facteurs de risque, qui est un facteur multiplicatif et non pas additif. Clair, donc, le risque auquel on est exposé quand on est hypertendu, diabétique, obèse, quand on fume, n'est pas la même chose que quand on est seulement fumeur. Donc, il faut tenir compte de ces considérations. Oui. Il y a aussi l'association tabac et alcool. Là aussi, c'est très dangereux. Et d'autres substances Professeur Boufflache, justement, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Il faut dire aussi aux gens qui nous regardent que arrêter de fumer vaut toujours la peine. Il n'est jamais trop tard. Oui. Ça, c'est très important. Il faut, peut-être c'est dur, mais il faut maintenir cet arrêt jusqu'à réussir. Comment arrêter de fumer sans rechuter? Donc, bien que la rechute fait partie du processus justement de sevrage. Donc le sevrage s'inscrit dans une démarche et dans un registre complet qui comporte plusieurs volets. Donc il y a le volet médicamenteux, mais aussi il y a le volet psychologique
Il y a aussi le volet social. Tout d'abord, on aide qui? On aide les gens qui veulent arrêter de fumer la cigarette. Autrement, les gens motivés. Comment avoir cette motivation? Donc on doit savoir le degré de leur motivation, mais avant ça, on doit calculer le degré de la dépendance, parce que comme on dit, on n'est pas égaux. Il y a des échelles propres pour déterminer le degré de dépendance, surtout physique. Il y a des échelles qu'on connaît, les échelles de Fagerström. Et en fonction de ça, on calcule la motivation. Bref, je vais vraiment très rapidement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de détails. On va, si vous voulez, faire sortir la motivation du patient, parce que quand il vient nous voir, il est dans le statut de patient. Donc pour l'aider... c'est clair, on parlait peut-être de le maladie, patient. Exactement. Oui, le patient n'est pas motivé, on doit essayer de le motiver, c'est-à-dire c'est pas le médecin qui impose, le médecin sensibilise, informe, mais on n'est pas là pour dire hey, il faut arrêter. On est là pour vous donner un ordre. Pour accompagner. Non, c'est-à-dire la formulation de l'arrêt, il faut qu'elle vienne de la personne fumeuse. C'est ça ce que je voulais. Sinon, notre démarche est vouée à l'échec. Et après, on détermine le degré de motivation, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas motivé. C'est le premier degré, la contemplation. Le deuxième degré, c'est quand le patient, suite à l'installation des facteurs externes, c'est-à-dire surtout les pathologies liées au tabac, les ruines financiers, dit voilà, je ne peux pas continuer. Donc là, il est dans le stade de contemplation. Là, on doit agir, on peut agir pour faire sortir mesurer la balance décisionnelle. Vous voulez, monsieur, continuer à fumer? Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez perdre? Vous voulez arrêter? Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez perdre? Et on va faire ce qu'on appelle une petite balance décisionnelle qui va faire entrer le patient dans la phase d'action, c'est-à-dire l'arrêt. Et après, on doit maintenir le patient par des thérapies psychologiques, thérapie cognitivo-comportementale, mais aussi les médicaments. Il y a ce qu'on appelle la thérapie substitutive, les substituts nicotiniques. Des fois, bien sûr, il y a des traitements médicamenteux, parce qu'il y a des fois l'anxiété, la dépression, c'est sévère, c'est dur, le craving au tabac, les premiers moments. Absolument. Les difficultés sont surtout juste après l'arrêt du tabac. On peut bien sûr soigner. Vous parlez de cette notion de fragilité, justement, c'est très important d'en parler, parce qu'on parle. Alors, un ancien fumeur reste quand même on parle plus de non-fumeur, on parlera toujours d'un ancien fumeur, parce qu'il y a quand même cette notion justement de fragilité. Absolument. Oui, mais il n'y a pas que la durée. Il y a la durée de consommation, il y a la fréquence de consommation, il y a les circonstances de consommation. C'est pour cette raison que je vous ai dit en degré. Ce degré, on le calcule par le fameux questionnaire de Fagerström. Et il y a un score, on score notre patient. C'est des éléments qui permettent de faire classer le degré de dépendance et puis le degré de motivation pour pouvoir adapter chaque prise en charge. Il n'y a pas une prise en charge unique aux personnes qui veulent arrêter la consommation. On adapte au cas par cas. Puis il y a l'accompagnement, c'est très important parce qu'il y a les risques de rechute. Attention, les gens, même quand ils arrêtent de fumer, il y a toujours cette tendance. On parle de 60% de fumeurs qui ont déjà tenté d'arrêter la cigarette. Cette envie de fumer, dès qu'ils voient le cendrier, par exemple, la table, des collègues qui lui rappellent les anciens souvenirs, on était tous ensemble, les tout moments, le monde clope. Les moments où on fumait après un repas. Donc là, d'où l'intérêt de la prévention secondaire. Et puis, c'est-à-dire comment on doit prévenir une rechute après l'arrêt de consommation de tabac. Donc, et peut-être agir sur l'entourage. Oui. On est pratiquement à la fin. Oui, vous avez le mot de fin, Dr Moallec. Rapidement, ça c'est l'aspect émotionnel et relationnel, c'est très important, on n'en tient pas souvent compte. Mais je vais vous dire un mot par rapport à la problématique. Je pense que 5 siècles de tabagisme, c'est très difficile de venir à bout de toutes ces habitudes collectives de l'humanité entière depuis la fin du XVe siècle. Ce n'est qu'en 1960 qu'on a établi la relation entre le tabac et ses conséquences délétères. Donc tout ceci complique la vie au pouvoir public, aux intervenants de la santé. Comment lutter contre ces habitudes collectives? Mais là, on était en train de parler, Dr Moallec, d'aider les personnes qui veulent arrêter de fumer. Parce que là aussi, déjà, c'est compliqué. On parle d'une personne qui veut arrêter de fumer. On est pratiquement à la fin. Vous avez... Si vous permettez un mot. Un mot. Arrêter, c'est toujours bien. Déjà, on
on commence à gagner dans les 24 heures et a un impact positif sur les systèmes cardiovasculaires. Et chaque jour, sans tabac, on diminue les risques sur tout l'organisme. Arrêter de fumer vaut toujours la peine. On n'a plus le temps. Un mot, je dirais aux parents qui fument, ne fumez pas devant les enfants. Oui, au absolument. moins ça. Absolument. Alors arrêtez de fumer pour vous et pour vos enfants. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à terme. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour une autre thématique santé. Au revoir.